Salut les gamers, salut les gamers, bienvenue dans Culture Jeux, un podcast qui parlera de jeux vidéo, mais pas que. À chaque épisode, on présentera un jeu qui a marqué l'histoire du gaming et qui m'a marqué personnellement, en abordant ses grands thèmes, ses histoires et la façon qu'il a de nous les faire vivre, et où on parlera aussi de ses influences et des œuvres qu'il m'a donné envie de découvrir ou redécouvrir, dans le jeu vidéo bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines de la culture, comme le cinéma, la littérature ou la musique. Pour ce premier épisode, j'ai eu envie de parler d'un des derniers grands jeux auxquels j'ai joué et auxquels je joue encore. Il a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie en 2020 et est depuis cité comme un exemple de renaissance. Développé par les Polonais de CD Projekt Red auquel on doit la série des The Witcher, vous l'aurez sûrement reconnu, le grand jeu du jour, c'est Cyberpunk 2077. Alors on l'a dit, il a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie en 2020 et pas forcément pour les bonnes raisons. Cyberpunk 2077, c'est avant tout un des lancements les plus ratés de toute l'histoire du jeu vidéo. Il faut dire que le studio a entretenu une hype énorme depuis la première présentation du jeu à l'E3 de 2018 et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis en sortant un jeu qui était pas fini, bourré de bugs avec des textures qui se chargeaient pas, des quêtes qui restaient bloquées, loin de ce qu'on pouvait attendre de la part d'un studio de ce calibre. Avance rapide, on est aujourd'hui en 2025 et heureusement le studio a fait le taf en patchant patiemment le jeu au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, si vous y jouez sur PC, qui est la version à laquelle je joue, aucun risque, le jeu est véritablement fini. Autre rappel en guise d'intro, si vous ne jouez pas aux jeux vidéo ou si vous n'avez jamais entendu parler de Cyberpunk, vu le nom du podcast j'en doute un peu mais on sait jamais. Cyberpunk, c'est donc un RPG en vue à la première personne et en monde ouvert. Alors ce que ça veut dire pour la partie RPG, Role Playing Game, donc jeu de rôle en français, c'est qu'on va suivre une histoire principale au cours de laquelle on va devoir faire des choix et ces choix vont orienter la suite du scénario. Ça veut théoriquement dire que tout le monde ne vivra pas exactement la même histoire dans Cyberpunk et dans les RPG de manière générale, d'autant plus que cette histoire, elle est alimentée par des quêtes secondaires, alors qu'on n'est pas obligé de faire pour arriver au bout du jeu, mais qui vont venir enrichir la trame principale et donner un peu de profondeur à l'univers dans lequel on se trouve. Dans le cas de Cyberpunk, l'univers est particulièrement riche et ses quêtes secondaires sont souvent très bien écrites, donc si vous y jouez, je vous invite à y passer un peu de temps, ça vaut vraiment le coup. Autre caractéristique des RPG, c'est la possibilité de faire évoluer son personnage en lui attribuant des points de compétence en fonction du style de jeu qu'on a envie d'adopter, donc du gameplay avec lequel on a envie d'aborder le jeu, ce qui peut se résumer d'un côté à développer un personnage qui va être un gros bourrin, qui va aborder les missions armé jusqu'aux dents, spécialiste des armes lourdes et des explosifs, ou de l'autre à jouer plus en mode infiltration, ce qui dans Cyberpunk correspond à un profil de hacker, qui va par exemple pouvoir hacker les capacités cybernétiques des ennemis ou contrôler les caméras de sécurité ou les systèmes informatiques de défense des bâtiments. C'est plutôt le style que j'ai choisi d'adopter en jeu, je trouvais ça un petit peu plus approprié pour l'univers de Cyberpunk, mais on est évidemment libre d'aborder le jeu comme on le souhaite avec une myriade de possibilités entre les deux. Cette introduction, le RPG pour les noobs étant faite, blague à part, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler des raisons pour lesquelles Cyberpunk est un grand jeu. La première raison, c'est le personnage principal du jeu et gros twist, je ne veux pas parler du personnage qu'on incarne, mais de la ville dans laquelle se passe Cyberpunk, Night City, qui est absolument incroyable. Ça a déjà beaucoup été dit, mais c'est vraiment la ville la plus immersive, la plus vivante et la plus plausible qu'on ait eu l'occasion de voir dans un jeu vidéo. Avant de parler de la ville elle-même, il y a deux raisons un petit peu techniques, en essayant de ne pas être rébarbatif, qui font que l'immersion est particulièrement réussie dans Cyberpunk et quand on se balade dans Night City. C'est un jeu en vue à la première personne, ça veut donc dire qu'on voit dans les yeux du personnage qu'on incarne, contrairement à une vue à la troisième personne, un GTA par exemple, où on voit son personnage devant soi. Il y a d'ailleurs une partie des joueurs qui réclament un mode en vue à la troisième personne pour Cyberpunk, ce qui, au-delà du fait que ce soit techniquement très compliqué à réaliser en partant d'un jeu qui a été pensé et développé pour être joué à la première personne, tuerait complètement l'immersion.
Immersion qui est renforcée par le fait que Cyberpunk est un plan séquence. Alors c'est pas le seul RPG à ne pas être interrompu par des scènes cinématiques, mais c'est un choix artistique assez différent des GTA dans lesquels, si vous y avez joué, dès qu'une mission se lance, on a le droit à une petite scène filmée de façon très cinématographique, souvent très réussie d'ailleurs, mais qui nous sortent un petit peu de l'action. Dans Cyberpunk, tout se fait de façon extrêmement fluide, on va simplement avancer vers la personne qu'on est censé rencontrer et s'accouder à côté d'elle à un bar ou s'asseoir en face d'elle à une table de jeu au 3e sous-sol d'un tripot enfumé ou se glisser à côté d'elle sur la banquette arrière d'une limousine. C'est très réussi et ce que ça dit en creux, c'est aussi la variété des environnements de Night City qu'on a l'occasion de découvrir au fur et à mesure de ces différentes rencontres, que ce soit des bars, des salles de jeu clandestines, des buildings hyper modernes de méga corporations, etc. C'est vraiment très très varié, que ce soit en intérieur d'ailleurs ou en extérieur, extrêmement riche de détails et ça renforce évidemment énormément l'immersion. Le dernier point s'agissant d'immersion, c'est l'échelle. Je pense que j'ai jamais autant ressenti dans un jeu la sensation d'être écrasé par la jungle de béton qui nous entoure. Ça me fait d'ailleurs penser à un tweet que j'avais vu passer au moment où le studio sortait les premiers teasers du jeu et où je crois pour la première fois on voyait l'ambiance de la rue de Night City. Cette personne sur Twitter citait Limp Bizkit, Welcome to the Jungle Punk, take a look around. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand on sort dans la rue de Night City, on est vraiment dans cette jungle urbaine qui est faite de gratte-ciel immenses dont on voit même pas le sommet, de publicités projetées en hologramme jusqu'au ciel, de néons criards, de publicités aussi criardes, et c'est vraiment extrêmement, extrêmement réussi. Et on en parlait à l'instant. L'autre point qui rend cette immersion très forte, ce sont les PNJ, les personnages non joueurs, donc la foule qui peuple les rues de Night City, qui est particulièrement bien modélisée. C'est souvent un peu le parent pauvre des open world, et là pour le coup on peut s'approcher de chaque personne qu'on voit dans la rue et on voit que le niveau de détail a vraiment été poussé très très loin, et qui a un comportement plausible et qui colle bien à l'image que les développeurs ont voulu donner de cette mégalopole décadente du futur. On a des gens qui vont au boulot, qui achètent de la bouffe sur un stand de street food fumant, ou qui sont dans un recoin un peu sombre en train de se faire un fixe. C'est pas toujours très glamour, mais en tout cas, ça retranscrit bien les différents personnages qu'on peut croiser au cours d'une journée dans une grande mégalopole comme les Night City. Et c'est d'ailleurs intéressant de se demander quelles ont été les influences des développeurs pour imaginer cette ville. Parce qu'évidemment, on peut penser aux grandes villes d'Amérique du Nord, qui est d'ailleurs théoriquement là où se situe l'action du jeu, des villes comme New York ou peut-être des villes nord-américaines en déclin comme Détroit, mais je pense que c'est plutôt de l'autre côté de la planète qu'il faut regarder pour chercher les inspirations des développeurs et en particulier des level designers qui ont imaginé cette ville. Je pense notamment à une grande mégalopole chinoise, la plus grande a priori, qui s'appelle Chongqing. Alors je suis tombé dessus un petit peu par hasard, au gré de mes pérégrinations sur YouTube, sur laquelle j'ai regardé 2-3 reportages. C'est une mégalopole de 32 millions d'habitants, je crois, la superficie de la Belgique, enfin des proportions vraiment absurdes par rapport à ce qu'on connaît chez nous en Europe. Mais qui est intéressante dans la façon dont elle est construite, parce qu'en fait elle est sur des petites collines, des petites montagnes, et donc les architectes de la ville ont dû imaginer une ville sur différents niveaux. On croise bien sûr des échangeurs autoroutiers, je crois que le plus gros du monde, sans surprise, se trouve là-bas. Et c'est assez marrant parce qu'on voit parfois qu'on est sur de grandes esplanades, comme on peut en trouver dans toutes les grandes mégalopoles modernes, avec au recoin des entrées de commerce, de restaurants, des stands de street food au milieu, etc. Sauf que quand on va sur le rebord de ces esplanades de plusieurs centaines de mètres carrés et qu'on regarde vers le bas, on a en fait 25 mètres en dessous de nous et une autoroute à un autre niveau de la ville. C'est vraiment fascinant en termes d'architecture urbaine, et il y a fort à parier que les level designers de Cyberpunk se sont inspirés de certaines de ces grandes mégalopoles chinoises pour dessiner cette ville vraiment fantastique qu'est Night City. Petit conseil pour clore sur ce sujet, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble mais pas forcément envie d'installer le jeu,
Je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube, il existe énormément de vidéos de balades dans Night City, tout simplement, vous pouvez choisir votre ambiance de nuit, de jour, sous le soleil, sous la pluie. Ça peut d'ailleurs être un bon moyen pour écouter ce podcast de vous immerger un peu dans l'ambiance, vous pouvez lancer ça sur la télé dans le salon et vous mettre les écouteurs dans les oreilles, ou quand vous lirez un des livres dont on parlera juste après. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire à l'époque où je jouais à GTA V, parfois le soir en rentrant du boulot, la tête un peu pleine, j'allumais la PS4, je lançais GTA et j'allais rouler au coucher du soleil sur le bord du Pacifique. Alors ça peut paraître un peu ridicule quand on n'a malheureusement pas la chance d'avoir une forêt à quelques dizaines de mètres de chez soi et qu'on habite en pleine ville, parfois le jeu vidéo ça peut être un bon moyen de s'évader un petit peu. Et GTA l'a été et Night City peut l'être aussi, c'est une ville qui est vraiment fascinante à parcourir et qui à elle seule, je trouve, vaut le coup de l'expérience Cyberpunk. L'autre raison pour laquelle Cyberpunk est un grand jeu, et là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce podcast, c'est la façon dont il traite du cyberpunk et dont il réutilise ses très nombreuses références. Je vais commencer par reprendre, et j'espère qu'il m'en voudra pas, mais une analyse que je trouvais très juste du journaliste de jeux vidéo Noël Malware chez Canard PC, Emmanuel Denise de son vrai nom, qui n'y travaille plus aujourd'hui, mais à l'époque de la sortie du jeu avait fait un stream pour parler avec le chat de pourquoi le jeu l'avait particulièrement marqué, et il avait une analyse qui était assez juste. Les œuvres cyberpunk en général vont questionner des thèmes comme l'avènement des mégacorporations qui contrôlent tous les pans de la vie, l'avènement des intelligences artificielles, le bien fondé de s'améliorer à coup d'implants, on parle de post-humain, ou la connexion homme-machine et la connexion avec la fameuse matrice. Tout ça dans Cyberpunk, le jeu, ça existe, mais c'est pas remis en question, ce qui est le cas des grandes œuvres, livres, films qui ont fait le genre. Et c'est assez intéressant de voir que les développeurs ont pris le contre-pied en nous projetant dans un univers dans lequel tout ça existe déjà. C'est pas remis en question et l'histoire du jeu, même si elle a un fond de technologie, reste très humaine et aborde des thématiques vraiment fondamentalement humaines, comme l'amitié, comme la quête de sens, l'envie de fuir la ville, ou encore des thèmes comme le deuil, qui sont assez rarement traités, le deuil en particulier dans des œuvres de divertissement de cette envergure, en tout cas de façon aussi crue. Et je trouvais cette analyse intéressante, et c'est vrai que c'est assez malin de la part des développeurs de ne pas être tombé à pieds joints dans les clichés du cyberpunk, même si par ailleurs le jeu est très cliché et très caricatural sur bien des aspects, c'est un petit défaut qu'on pourrait lui reprocher, mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que la façon dont il a été écrit fait un pas de côté par rapport aux plus grandes œuvres du mouvement cyberpunk. Ces grandes œuvres, justement, parlons-en. Si j'ai eu envie de faire ce podcast et en espérant pas vous avoir perdu jusqu'ici, c'est parce que le jeu Cyberpunk m'a vraiment donné envie de creuser ce genre de la SF. Je connaissais évidemment le nom, j'avais une vague idée de l'esthétique Cyberpunk, mais ça allait pas beaucoup plus loin. En creusant un petit peu, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le jeu est inspiré d'un jeu de rôle sur table, le jeu Cyberpunk 2020, qui a été développé par une personne qui s'appelle Mike Pondsmith, et qui est paru dans les années 80, 1988 je crois exactement, qui est donc un jeu de rôle sur table, inspiré des modes de jeu Donjons et Dragons. Je ne suis pas un spécialiste du genre, donc je ne vous dirai pas si c'est exactement les mêmes mécaniques de jeu, mais voilà, en tout cas sachez-le, le jeu vidéo vient à la base d'un jeu de rôle sur table. Si j'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu de rôle sur table, Cyberpunk, le jeu vidéo, m'a en tout cas donné envie de découvrir certaines œuvres, et j'espère que ça vous donnera aussi envie. S'il fallait en retenir une seule, ce serait le roman fondateur du cyberpunk, Neuromancien, de l'écrivain américain William Gibson, publié en 1984, dans lequel on suit les aventures de Case, un hacker qui a été privé de ses capacités à se connecter au cyberespace, la fameuse Matrice, et on reparlera de Matrix plus tard, qui va tout faire pour retrouver cette capacité, va rencontrer un commanditaire un petit peu nébuleux qui va lui donner une mission à accomplir, et la promesse, s'il réussit cette mission, c'est qu'il retrouvera ses capacités à se connecter à la matrice. Alors comme souvent avec les romans fondateurs d'un genre, c'est très touffu pour le dire poliment, c'est un roman qui est vraiment très dense, très riche de nouveaux concepts, pas toujours très intelligible, parfois il faut s'accrocher un petit peu pour comprendre ce que l'auteur veut nous dire. Je pense notamment à la façon dont il décrit la matrice,
Et je vais plutôt parler d'une mission de Cyberpunk dans laquelle on est projeté dans cette fameuse matrice, où on se retrouve dans un environnement tout noir, où les bâtiments, les différents éléments de l'environnement sont représentés par des cubes et des sphères de couleurs. C'est exactement la façon dont le cyberespace, la matrice, est décrite dans le roman Neuromancien. Donc assez marrant de voir que plus qu'un clin d'œil, c'est un vrai hommage des développeurs de Cyberpunk à ce roman fondateur du genre. L'autre parallèle, enfin pour le coup plus qu'un clin d'œil, un vrai parallèle que j'ai trouvé intéressant, c'est celui entre Case, donc le personnage de Neuromancien dont on va suivre les aventures dans le roman, et V, ou V, suivant la langue dans laquelle vous jouez au jeu, qui est le personnage principal de Cyberpunk. Dans le roman, la quête de Case, ça va être de retrouver une capacité perdue à se connecter à la matrice. Dans Cyberpunk, désolé si vous n'y avez pas joué, je spoil les quelques premières minutes du jeu, mais le personnage qu'on incarne va vite se retrouver avec une puce implantée dans le cerveau, qu'il ne peut pas enlever parce que sinon il meurt, ce serait beaucoup trop facile, sur laquelle est gravée la personnalité de quelqu'un d'autre, qui va être un peu notre alter ego ou notre démon sur l'épaule tout au long du jeu. Et lui va tout faire pour trouver la solution pour se débarrasser de cette puce ou réussir à faire en sorte que sa personnalité soit pas effacée par celle qui est sur la puce et qui risque de le remplacer, en gros de prendre place comme un hôte dans son corps. Encore une fois, les développeurs ont pris le contre-pied. Dans Neuromancien, on est sur un personnage principal qui souhaite plus que tout réussir à se reconnecter à la matrice. Ça a été repris après dans Ready Player One notamment, cette idée-là. Dans Cyberpunk, on est sur un personnage qui souhaite au contraire, lui, se détacher le plus possible de cette technologie qui commence à l'envahir et retrouver son humanité, retrouver qui il est vraiment. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si je tire un peu les fils en faisant cette analyse-là, mais si c'est encore un contre-pied pris par les développeurs de Cyberpunk, je trouve qu'il est plutôt malin et c'est aussi un bel hommage au roman qui a fondé le genre. Autre roman que le jeu m'a donné envie de lire, c'est Blade Runner, sorti un petit peu plus tôt, en 1966, qui n'est pas considéré comme un roman fondateur du cyberpunk, même si aujourd'hui on l'y rattache, écrit par Philip Dick, écrivain majeur de la science-fiction qu'on ne présente plus, à qui on doit aussi Minority Report, Total Recall, pour certaines de ses grandes œuvres adaptées au cinéma, mais il y en a évidemment bien d'autres. Le roman est vraiment très intéressant, développe plein de concepts sur ce qui fait la différence entre les humains et les androïdes. Justement, je vous en dis pas plus si vous avez envie de le lire. C'est surtout à l'adaptation cinématographique que j'ai envie de m'intéresser. L'adaptation donc de Ridley Scott, sortie en 1982 avec Harrison Ford dans le rôle principal, qui au niveau visuel est une inspiration vraiment évidente pour le jeu dès les premières scènes du film. On voit ces gratte-ciels géants dont on ne voit plus le rez-de-chaussée ni le sommet au-dessus des nuages dans la nuit noire avec de la pluie omniprésente. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans Cyberpunk et on remercie les développeurs d'avoir pensé à notre morale. On peut jouer sous le soleil avec des palmiers au bord de la route et c'est très agréable. Mais pour en revenir à Blade Runner, on retrouve vraiment tous ces codes visuels de gratte-ciel immenses, de publicités géantes projetées sur les façades des immeubles, énormément d'inspiration asiatique et plus particulièrement japonaise aussi qu'on va retrouver dans le film. Alors asiatique et japonaise, il y a Hong Kong aussi pour la partie néon, il y a des néons vraiment partout dans le film et on le retrouve aussi dans Cyberpunk. Et japonaise, et pourquoi ? Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, dans les années 80, quand les codes du mouvement cyberpunk ont été gravés dans le marbre, le Japon était au sommet de la pyramide technologique mondiale. Des entreprises comme Sony, etc. étaient vraiment les fleurons de la technologie de l'époque. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes qui imaginaient le futur à l'époque imaginaient un futur dominé par la technologie japonaise. Et je trouve ça rigolo parfois quand on regarde avec quelques décennies de recul des œuvres de science-fiction, de voir comment les auteurs avaient imaginé le futur en partant des références de l'époque. On voit que parfois l'histoire s'est pas écrite tout à fait de la façon dont ils l'avaient imaginé. Mais voilà, en tout cas, au niveau visuel, le film Blade Runner est vraiment une inspiration pour le jeu Cyberpunk, très clairement, et pour la ville de Night City. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à plutôt lire le livre avant de voir le film. Alors je sais que ça fait un peu conseil d'intello, mais si je vous dis ça, c'est parce que les concepts développés dans le film sont pas toujours très faciles à saisir.
moi j'avoue que j'ai un peu de mal parfois avec les concepts cyberpunk. Je parlais de neuromancien tout à l'heure, ça a aussi été le cas la première fois que j'ai vu Blade Runner. Je crois que je me suis endormi devant. En lisant le livre après avoir joué au jeu et en revoyant le film juste après, j'ai beaucoup mieux compris ce qui se passait dans le film, quels étaient les concepts développés, qui est un peu plus light que le livre lui-même. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas je vous conseille de prendre un peu de temps, c'est assez facile à lire en plus, donc, et pour le coup beaucoup mieux expliqué, notamment pour certains concepts, que ça peut l'être dans Neuromancien. Autre film que j'ai eu envie de regarder après avoir joué à Cyberpunk, qui est un film mythique des années 80, mais cette fois-ci un film d'animation. Je veux bien sûr parler d'Akira. Akira, qui est donc un film inspiré du manga du même nom, qui a été publié, le manga, dans les années, je crois début des années 80, et le film est sorti en 88, qui à l'époque a fait parler de lui. Pour l'aspect technique, c'est le film d'animation qui, je crois, avait le record du nombre d'images par seconde pour un dessin animé, donc une animation extrêmement fluide, et qui aussi, au niveau visuel, décrit ce Néo-Tokyo très sombre, avec, encore une fois, les gratte-ciel, les publicités géantes, etc. Des codes qu'on retrouve dans le jeu Cyberpunk, et il y a un clin d'œil que je trouve assez rigolo. Si vous avez vu au moins l'affiche du film Akira, vous connaissez forcément la moto du personnage principal. On suit des gangs de bikers dans le manga d'animation. Cette moto futuriste rouge, il y a un modèle qui est quasiment équivalent dans Cyberpunk, je me souviens plus du nom exact, je sais que je la conduis dans le jeu, je la pilote, je sais pas comment on dit pour une moto. Je vous invite d'ailleurs, petit aparté, mais si vous voulez vous promener en ville, faites-le en moto plutôt qu'en voiture, vous n'aurez pas la vue coupée par le pare-brise, vous pourrez regarder partout autour de vous, cheveux au vent, c'est beaucoup plus sympa. Je referme cette parenthèse, mais donc c'est vrai que Akira, au niveau visuel, on retrouve beaucoup de codes dans Cyberpunk. Après, c'est là aussi une œuvre un petit peu comme Neuromancien, qui est assez dense, avec des concepts un peu compliqués à appréhender. Je vous avoue que quand j'ai vu le film, j'ai pas tout compris à la fin. Je sais que c'est aussi le cas d'un autre animé très connu que j'ai pas vu, Ghost in the Shell, qui est aussi une des œuvres référentes du genre. Voilà, en tout cas, si vous aimez les animés et si vous vous intéressez au cyberpunk, je vous conseille, juste pour avoir quelques références au moins, de regarder Akira, qui, au-delà de ça, est une fête pour les yeux au niveau graphique. Pour finir avec les références du cinéma, il y a un film qu'on est aussi obligé de citer, même si la référence est peut-être pas aussi évidente que ça, c'est Matrix, évidemment. Alors il y a quand même une référence, ou en tout cas un appel du pied extrêmement appuyé, c'est la présence dans le jeu de Keanu Reeves. Je parlais tout à l'heure de la personnalité qui se trouve sur la puce dans le cerveau de notre personnage. Cet alter ego qu'on voit apparaître par intermittence dans le jeu, il est incarné par Keanu Reeves. Un acteur a fait le motion capture, il a été modélisé, il a fait tous les doublages pour le jeu. Donc là, évidemment, un clin d'œil très appuyé, en tout cas un appel du pied aux fans de Matrix et aux fans du genre Cyberpunk. Après, c'est vrai que si on fait le pont entre Matrix et Cyberpunk, au-delà de ça, j'en vois pas vraiment, pour être franc. C'est vrai que Matrix, c'est le jeu vidéo. Ça a plutôt influencé dans l'aspect visuel un autre grand jeu vidéo Cyberpunk sorti en 2000, Deus Ex, qui avait été développé par le studio Ion Storm, qui avait à l'époque été fondé par notamment John Romero, qui est un des créateurs de Doom, un des créateurs de jeux vidéo les plus connus de l'histoire. Deus Ex, qui reprend vraiment les codes visuels de Matrix. On incarne des personnages qui sont en long manteau de cuir noir, avec ces petites lunettes noires qui tiennent sans les branches comme celles de Morpheus. Pour le coup, on retrouve pas trop, j'ai trouvé, cette esthétique dans Cyberpunk, plutôt pas mal d'ailleurs, c'est un peu plus coloré, c'est un peu plus sympa quand on passe des heures dedans. Mais voilà, en tout cas, si l'esthétique Cyberpunk vous intéresse, Deus Ex, ça a un peu vieilli, j'ai essayé d'y rejouer suite à Cyberpunk. Le jeu a 25 ans, donc évidemment ça se ressent, mais c'est assez intéressant, notamment en termes de mécanique de jeu. C'est un des jeux fondateurs de ce qu'on appelle les immersive sims, donc des jeux dans lesquels on peut aborder une même situation de différentes façons, qui rien que pour ça vaut le coup d'être joué, mais bon voilà, c'est un petit peu daté, il faut le savoir avant de mettre les mains dessus. En tout cas, pont esthétique avec Matrix très évident. Et il y a aussi évidemment une autre série de jeux que j'adore, sur laquelle je ferai d'ailleurs peut-être un épisode parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire en termes de référence. C'est la série des jeux Max Payne, qui a été développée par Remedy Software, studio finlandais. Donc le premier Max Payne est sorti en 2001, et le jeu à l'époque, alors ça se passe plus dans un univers de roman noir dans une ville nord-américaine,
pas cyberpunk du tout pour le coup, mais a beaucoup fait parler de lui avec le bullet time, donc des gunfights au ralenti où on peut mettre le temps sur pause pour avoir vraiment des scènes hyper cinématographiques de tir qui évidemment ont fait la légende de Matrix lorsque le premier épisode est sorti en 99. Dernier clin d'œil du côté du cinéma et du jeu vidéo, je fais un peu des allers-retours, mais il y a un type de personnage qu'on retrouve dans Cyberpunk qui est très inspiré, je trouve, du cinéma. Ce sont les cyber psychos. Donc les cyber psychos sont ces humains qui se sont beaucoup trop bourrés d'implants et ont complètement vrillé et sont devenus des machines à tuer, qu'on est chargé de rechercher et de capturer ou d'éliminer. J'essaie d'en capturer, c'est pas forcément évident, donc parfois ça se termine plus par une élimination, mais qui m'ont fait penser au Terminator, le T-800, Arnold Schwarzenegger dans le premier Terminator. Pareil, si vous l'avez jamais vu, moi c'est un film que j'ai découvert vraiment sur le tard, parce que je pense que je l'ai vu pour la première fois il y a moins de 5 ans, j'ai regardé le 2 aussi, vraiment une référence à avoir. C'est pas cyberpunk à proprement parler, mais on retrouve un peu cette thématique d'androïdes, de post-humains ou d'humains améliorés grâce à la technologie. Bon là pour le coup dans Terminator ce sont carrément des robots, mais voilà, je trouve que dans cette idée d'humain surgonflé à la technologie qui devient une machine à tuer, on a un peu du Terminator, et il y a une petite capacité de ces cyber psychos qu'on peut aussi, je crois, s'implanter dans le jeu, enfin on peut s'implanter dans le personnage principal. C'est le fait d'avoir des lames à la place des avant-bras. Alors je sais pas si c'est une référence volontaire, mais moi ça m'a beaucoup fait penser à un personnage de Mortal Kombat 3 auquel je jouais sur Mega Drive 2, ça nous ramène pas à hier. D'ailleurs, je dis à mon pote Simon de l'époque primaire collège que j'ai toujours son Mortal Kombat 3 s'il m'écoute et s'il veut le récupérer. Et il y avait dans Mortal Kombat 3 un personnage qui s'appelait Jax, qui date je crois de Mortal Kombat 2, qui avait des avant-bras en métal, et lors des fatalities pouvait transformer ses bras en lames d'acier et découper son adversaire. Les fatalities, si vous avez jamais joué à Mortal Kombat, c'est quand on gagne un combat, la possibilité d'avoir une sorte de coup spécial qui va déclencher une espèce de petite cinématique assez gore qui va nous permettre de finish him ou finisher, suivant contre qui on joue, son adversaire. Et donc Jax avait ces fameux avant-bras qui se transformaient en lames. Je sais pas si la référence de Cyberpunk est volontaire, mais ça m'y a fait penser et ça m'a fait sourire en me rappelant de bons souvenirs de l'époque de la Mega Drive 2. Et pour finir, parce qu'on n'en a pas parlé, la musique dans Cyberpunk est très importante. La BO est vraiment très très réussie. Je vous invite à aller faire un tour sur vos plateformes de streaming préférées pour y jeter une oreille. Au-delà des musiques qui ont été écrites spécifiquement pour le jeu, qui sont un peu plus de l'ordre de l'habillage, qui sont aussi très réussies, la BO va mêler de la musique électronique, du hip-hop, du rock. Le rock est d'ailleurs très important dans le jeu parce que notre alter ego, incarné par Keanu Reeves, est l'ex-leader d'un groupe de rock pour lequel des morceaux originaux ont été écrits et qui sont, les goûts, les couleurs, mais plutôt pas mal. Moi, il y a un groupe auquel le jeu m'a fait penser et m'a donné envie de réécouter, qui est en plus un de mes groupes préférés, c'est The Prodigy, groupe d'électro anglais. Alors électro, c'est peut-être un peu réducteur pour un groupe comme ça qui a vraiment son genre propre, mais je trouve que c'est la BO parfaite pour jouer à Cyberpunk. Je crois d'ailleurs, sauf erreur de ma part, qu'ils ne sont pas sur la BO officielle du jeu. Il y a 2 clins d'œil au groupe dans le jeu. Le premier, il y a une mission dans laquelle on incarne donc ce fameux personnage joué par Keanu Reeves. On est dans sa peau, en gros projeté dans sa peau de sa vie de rocker qui passe une soirée à enchaîner des verres et voilà un peu sortir jusqu'au bout de la nuit. Si vous l'avez jamais vu, allez jeter un œil au clip de Prodigy, Smack My Bitch Up, qui était le premier morceau de leur album The Fat of the Land. Vraiment, je trouve un de mes meilleurs albums, en tout cas tout genre confondu, que je considère vraiment comme un chef-d'œuvre. Après, ça plaira ou ça plaira pas, c'est un peu particulier, mais et donc clin d'œil au clip dans cette mission. On est en vue à la première personne, on voit le personnage que joue Keanu Reeves s'enchaîner des verres au bar. Je vous en dis pas plus. Il y a un twist en plus assez sympa à la fin du clip qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube. Et la dernière référence, un peu plus triste aujourd'hui celle-ci, mais j'ai bien sûr pensé au chanteur, un des fondateurs de Prodigy, Keith Flint, qui s'est malheureusement suicidé il y a quelques années,
qui, si vous connaissez pas son nom, vous l'avez peut-être déjà vu, était connu pour sa silhouette avec le crâne rasé et une crête de chaque côté, souvent teinte en vert fluo ou en rouge, suivant l'humeur du jour, qui avait pour le coup un look vraiment très cyberpunk, et certains PNJ dans le jeu semblent en être un peu inspirés. Alors voilà, je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas si c'est un hommage à Keith Flint, je trouvais ça plutôt sympa de la part des devs d'y avoir pensé. Voilà à peu près pour ce que je pouvais vous dire des œuvres que Cyberpunk m'a donné envie de lire, de voir, de la musique que ça m'a donné envie d'écouter. J'espère aussi que ça vous aura donné envie, c'est le but de ce podcast. Le genre cyberpunk est extrêmement riche, donc évidemment j'ai pas tout pu citer et encore moins pu tout lire, tout voir, tout écouter, mais si vous avez des recommandations de livres, de films, d'albums, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des recommandations sur ce podcast, c'est un premier jet, donc je suis évidemment très à l'écoute pour l'améliorer pour les prochains épisodes. Et enfin, si vous avez des idées de jeux dont vous souhaiteriez qu'on parle pour les prochains épisodes, n'hésitez pas non plus à les laisser en commentaire. Si j'y ai déjà joué, ou peut-être que ça me donnera des idées de nouveaux jeux à découvrir, ça pourrait être l'occasion de faire un épisode dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu et qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Culture Jeux.